je suis le docteur Amélie Lasserre-Sartre, je suis anesthésiste au CHU de Bordeaux. Je travaille dans un endroit qui s'appelle le Centre François-Xavier Michelet. Et au Centre François-Xavier Michelet, au CHU, on fait l'ORL, la maxillo et on fait la chirurgie plastique et reconstructrice. Dans ce service, en fait, ça fait très longtemps qu'on pose des PICC lines, même si maintenant on en pose moins, et que maintenant on pose beaucoup de midline. Alors pourquoi nous on a été amené depuis plus de 10 ans à poser des PICC lines et des midline parce que déjà en ORL et en maxillo, les voies centrales, c'est pas du tout pratique. Parce que à part la fémorale, mais qui empêche les gens de se lever, on ne peut pas poser trop de jugue parce que les patients ils ont des curages souvent et on ne peut pas poser de sous-clavière parce que souvent les gens ils ont des trachéotomies et puis il y a des pansements, donc c'est pas très adapté. Donc c'est vrai que les patients d'ORL et de maxillo qui vont avoir besoin d'un abord veineux prolongé, on va leur mettre des PICC lines ou des midlines. Et ce pourquoi on pose aussi beaucoup de midline et des PICC lines, c'est les patients de chirurgie plastique, parce qu'on fait toutes les ostéites en fait sur fractures ouvertes et qui ont besoin de couverture par un lambeau libre ou pédiculé. Et ces patients, c'est des patients qui vont avoir des antibiothérapies prolongées et donc on va avoir besoin de mettre des voies veineuses pour des durées longues, mais chez des patients qui vont rentrer souvent à domicile. Et du coup, pour faire rentrer les patients à domicile, hormis HAD, il faut pas avoir de. Je vais mettre mon truc en mode avion, mon téléphone en mode avion. Il ne faut pas avoir de voie centrale, il faut plutôt avoir une midline ou une PICC line. Et donc voilà, pour tous ces patients qui ont besoin d'antibiothérapie prolongée, c'est la raison pour laquelle nous, on s'est mis à poser depuis très longtemps des midlines et des PICC lines. Donc, on va parler un petit peu de trucs et astuces, de ponction éco-guidée, de midline et de PICC line. Alors, le patient handicapable, c'est une situation qui est quand même très fréquente dans nos vies d'anesthésistes. C'est un topo qui est surtout pour l'anesthésie. Alors après, il y a une place certainement au PICC line et au midline en réanimation, mais je pense qu'elle est quand même plus confidentielle. En tout cas, en anesthésie, les patients implicables, c'est des situations vraiment très fréquentes parce qu'on a affaire à des patients qui ont eu des ponctions ou des perfusions répétées, qui ont des antécédents de chimiothérapie, qui ont eu des traitements vénotoxiques. On a quand même beaucoup aussi de patients qui sont toxicomanes. On a des patients des fois qui ont qu'un bras. Donc du coup, là aussi, le capital veineux, souvent, c'est toujours le même bras qui prend, donc il est abîmé. On a des patients dialysés, donc là aussi, on ne peut pas piquer du côté où il y a la fistule. Chez nous, en plastique, on a beaucoup de patients qui sont post-brûlure. Donc, du coup, des fois, ils ont été brûlés au niveau des bras, donc on a vraiment des accès veineux qui peuvent être difficiles. Et donc, chez tous ces patients, l'échographie, ça a vraiment transformé la prise en charge de ces patients. On leur pose beaucoup moins de voix centrales. Moi qui commence à être un peu une vieille anesthésiste, j'ai connu le sans échographie puis le avec échographie et je pense que vraiment pour ces patients difficiles à piquer, l'échographie, ça a été vraiment un apport indéniable parce que ça nous permet de visualiser le réseau veineux au niveau des membres supérieurs, puisqu'on va essayer de privilégier bien sûr l'accès veineux au niveau des membres supérieurs, même si des fois ça nous arrive de piquer au pied, mais les risques notamment de thrombose et puis pour aussi la réhabilitation, la voie veineuse périphérique au pied, ça doit être quelque chose de tout à fait exceptionnel. Bon, pour vous, est-ce que vous avez des questions là sur ça? Non, a priori, il n'y a pas de questions pour le moment. Ok. Donc, on va regarder un petit peu le réseau veineux au niveau du membre supérieur.
Donc, il y a des veines superficielles au niveau de l'avant-bras. Alors, celles-là, à moins de mettre des voies veineuses périphériques pour les midline et les peak line, on va les oublier. Pour les midline et les peak line, on va piquer au-dessus du coude parce que si on pique en dessous du coude, ben, il va y avoir l'articulation du coude qui va se plier et qui va abîmer, qui va empêcher de passer la perfusion. Donc, au-dessus du coude, qu'est-ce qu'on a comme veines? Les plus importantes, c'est la veine basilique, la veine céphalique et les veines brachiales. Alors, il faut savoir que la veine qu'on va préférer pour les midline et pour les peak line, c'est la veine basilique. On va oublier la veine céphalique. Vraiment, si possible, on va l'oublier. Pourquoi? Parce que c'est une veine, notamment pour les peak line, où on va avoir beaucoup de difficultés à passer la crosse qu'il y a quand elle se jette au niveau de la veine axillaire. Et du coup, il y a un taux de malposition qui est très, très important. Et c'est une veine où il y a plus de thrombose aussi, la veine céphalique. Donc, la veine céphalique, elle n'est pas très bien pour poser des choses qui vont rester longtemps. Du coup, la meilleure veine, ça va être la veine basilique. C'est la veine, c'est celle-là. C'est la veine qui est à l'intérieur à l'intérieur du bras. Et en deuxième intention, si celle-là, elle a un diamètre trop petit, ou si on la ponctionne et que malheureusement on n'arrive pas à monter à la cathétériser, on pourra se rabattre en deuxième intention sur les veines brachiales, qui sont les veines qui sont ici, là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de variantes au niveau du réseau veineux. Hein, les veines brachiales, il peut y en avoir souvent plusieurs. C'est les veines qui sont satellites de l'artère. Donc celle-là, du fait de la proximité de l'artère et du fait de la proximité aussi des éléments nerveux comme le nerf médian, je dirais qu'il faut plutôt les utiliser en deuxième intention. Alors, le choix du matériel. Si vous voulez, à mon sens, ponctionner une veine sous échographie, il faut vraiment, 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 vraiment privilégier la technique de Seldinger. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre une perfusion. Et mettre une perfusion, c'est faire une ponction veineuse, oui, mais c'est aussi cathétériser un vaisseau. Et si on veut cathétériser le vaisseau sous échographie, c'est vraiment beaucoup plus simple si on utilise une technique de Seldinger ou une technique de Seldinger modifiée. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un guide sur lequel on va monter notre voie veineuse. Il ne faut pas essayer de monter la voie veineuse sans mettre de guide parce que souvent, on n'y arrive pas. Donc, mettre une perfusion, moi, je n'utilise jamais de cathéter de perfusion standard pour mettre une voie veineuse sous échographie parce que c'est très difficile de cathétériser la veine comme ça et c'est beaucoup plus facile de faire une technique de Seldinger ou une technique de Seldinger modifiée. Alors, vous voyez qu'ici, je vous ai mis, quand c'est vraiment une voie veineuse de courte durée, on peut mettre, nous on le fait souvent, bon après ça se discute, hein, mais on peut utiliser un matériel de type cathéter artériel. Prendre ce qu'on prend pour mettre des cathés artériels en radial, on peut utiliser, c'est la même chose, c'est une technique de Seldinger, et mettre dans une veine. Dès qu'on va être sur quelque chose qui dure plus d'une semaine, il faut utiliser du matériel dédié, donc utiliser une midline ou utiliser une peak line. Quand on a une perfusion de moins d'un mois, un produit non vénotoxique, on va mettre une midline. Quand c'est une perfusion de plus d'un mois ou que c'est un produit ou un produit vénotoxique, il va falloir mettre une peak line ou une voie veineuse centrale. Attention, ça, moi, je l'ai vu faire souvent chez des patients qui sont difficiles à piquer. Alors, si sur des patients difficiles à piquer pour une raison X ou Y, vous voulez mettre une voie veineuse centrale, c'est possible. Sous échographie, maintenant, je pense que tout le monde met les voies veineuses centrales sous échographie. C'est pas parce qu'on est au bloc que si on met une voie veineuse centrale, il faut utiliser un cathé, par exemple, un cathé de perfusion 18 gauge standard. Hein. Ça,
c'est pas une bonne idée, c'est interdit. Des fois, oui, elle est sous la peau, la jugue interne. C'est pas pour ça qu'il faut mettre un cathé 18 gauge dans une voie veineuse centrale. Si vous avez un accès veineux central, il faut mettre un cathéter suffisamment long. Il faut mettre une voie veineuse centrale, un matériel dédié. Parce que moi, j'ai déjà vu faire ça, qu'on mette au niveau du cou un cathé vert, par exemple, un cathé 18 gauge. Alors, on est très content quand on pose la perfusion, ça marche bien. Mais en fait, quand on va avoir fini de poser la perfusion sous échographie, ce qui se passe, c'est qu'avec la sonde d'écho, on a comprimé les tissus et donc le cathéter, il était bien dans la veine. Quand on va relâcher l'échographe, hop, ben, le cathéter, il va remonter et il va plus être dans la veine et il va être en sous-cutané. Donc ça, vraiment, c'est interdit parce que quand on fait une perfusion sous-cutanée au niveau du cou, c'est pas souhaitable, hein, ça gonfle et c'est pas bon pour les patients. Donc voilà, attention au type de matériel que vous utilisez. Sachant que c'est vrai que quand on fait du moins de 7 jours, utiliser une midline, ça coûte cher. Donc c'est vrai qu'on utilise des cathéters artériels. Mais bon, après, d'après moi, personne ne peut rien nous dire si c'est un patient qui est vraiment difficile à piquer et que pour 5 jours, on lui met une midline. Hein. C'est pas non plus une dépense complètement inconsidérée. On va y revenir un petit peu là sur quelle indication, quel dispositif dans quelle indication. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous faites une ponction éco-guidée, privilégiez une technique qui utilise la méthode de Seldinger. Donc, un petit peu de trucs et astuces sur la ponction veineuse éco-guidée. Alors, vous savez qu'une sonde d'échographie, ça peut faire 4 mouvements. On peut l'incliner, la sonde, plus ou moins par rapport à la peau. Donc, l'inclinaison de la sonde, c'est l'angulation de la sonde avec la peau. Hein. C'est ce qu'on appelle l'anisotropie. L'anisotropie, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne en pratique sur l'image, mais en fait, ça change l'image. Elle est de plus ou moins bonne qualité. Donc, l'idée, c'est que la zone qu'on veut voir, il faut qu'elle soit à 90 degrés par rapport au faisceau d'ultrasons. Donc, une fois qu'on a ça, on a la bonne anisotropie et c'est comme si on avait des bonnes lunettes, on n'en change plus tout le temps. Donc, on ne change pas tout le temps pour chercher quelque chose, pour chercher son aiguille. On ne change pas l'inclinaison de la sonde parce que sinon, on change l'image et du coup, on change la qualité de l'image. C'est comme si on changeait tout le temps de lunettes, ça ne va pas. Donc, une fois qu'on a la bonne anisotropie, la bonne angulation, on ne la change plus, on la garde. Donc, OK, ça, c'est les lunettes. Après, la sonde, on peut la translater. Elle peut faire l'ascenseur sur le membre supérieur, le long du vaisseau. Donc ça, on va beaucoup, beaucoup l'utiliser. C'est pour ça que si on veut suivre le vaisseau, pour translater, il faut que le vaisseau il soit en petit axe. Hein, il soit en coupe transversale et pas en coupe longitudinale. On peut bien sûr appuyer plus ou moins sur la sonde. Ça va nous permettre notamment de faire la différence entre une artère et une veine. Et puis, on va pouvoir avoir un mouvement de rotation de la sonde par rapport à l'axe de notre vaisseau. Et l'idée, ça va être vraiment de le couper en coupe transversale. Donc, une fois qu'on a vu les différents mouvements de la sonde, comment on met l'aiguille par rapport à notre vaisseau Comment on met l'aiguille par rapport à notre vaisseau Alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, vous en avez 4. Il y en a une, d'après moi, qui est vraiment à privilégier. C'est d'aborder le vaisseau donc en coupe transversale avec l'aiguille hors du plan. Pourquoi si vous regardez cette étude qui date, hein, mais qui comparait donc sur la pose d'un cathé artériel le fait d'être le vaisseau en longitudinal et l'aiguille dans le plan ou le vaisseau en transversal et l'aiguille hors du plan,
on peut voir que le taux de succès à la première tentative, il est bien supérieur quand on est avec un abord hors plan et un vaisseau en petit axe. Et la différence, elle est significative. Il y a un meilleur taux de réussite au premier essai, c'est plus facile. C'est plus facile d'éco-guider. Pourquoi? Parce qu'on peut faire l'ascenseur dans cette technique. Alors, ça impose de piquer hors du plan. Alors, je ne sais pas si c'est bordelais ou si c'est français ou si c'est international, mais globalement, nous, dans notre pratique, pour faire les anesthésies loco-régionales, c'est vrai qu'on pique beaucoup dans le plan, avec l'aiguille dans le plan des ultrasons. Ça permet vraiment de bien voir où on est, etc. C'est vrai que c'est confortable. Mais quand on veut piquer un vaisseau ou quand on veut monter un cathéter, eh bien, il vaut mieux être dans l'axe de ce qu'on veut cathétériser. Donc, il vaut mieux piquer hors du plan. Donc, pour piquer hors du plan, il y a quelques petites astuces. À mon sens, il faut vraiment s'attacher à piquer au milieu de la sonde. Il y a un repère sur la sonde. Il faut vraiment s'attacher à piquer au milieu de la sonde. L'idéal, c'est sans doute d'avoir un angle de 45 degrés au maximum avec la peau. Bon, ça encore, ça peut se discuter, cet angle de 45 degrés. Mais ce qui est primordial, c'est de piquer au milieu de la sonde et de s'attacher au maximum à aller droit. Il ne faut pas ni aller d'un côté, ni aller d'un autre côté. Il faut garder ici un angle de 90 degrés et ici un angle de 90 degrés. Pourquoi? Parce que si vous déviez au niveau de la sonde de 1 mm, si vous vous décalez petit à petit en vous enfonçant, vous décalez la sonde, ce qui était 1 mm ici, ça va devenir 5 mm ici et ça va devenir 1 ou 2 cm ici. Hein? Donc ça, c'est hyper important de faire attention, d'avoir vraiment d'aller droit, de garder 90 degrés ici, 90 degrés ici. Et donc, comme on ne va pas modifier l'anisotropie, on va décaler notre sonde, on va faire l'ascenseur au fur et à mesure et on va suivre l'extrémité de l'aiguille avec la sonde. Et l'extrémité de l'aiguille en hors-plan, on la reconnaît parce que quand on va un peu trop loin, on la perd et quand on retourne, on la retrouve. Et bien, c'est ça l'extrémité de l'aiguille en hors-plan. C'est clair pour vous, ça? Oui, c'est parfait, merci. Donc, comment on va choisir ce qu'on met comme dispositif veineux? Alors, ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est la durée de la perfusion, c'est ce qu'on veut perfuser et si c'est la qualité du capital veineux du patient. Alors ça, c'est l'organigramme qui est proposé par le CHU de Bordeaux. Donc là, nous, le cutoff, il a été choisi à moins de 10 jours. Souvent, on utilise moins de 7 jours pour dire on va mettre quelque chose de pérenne, donc une peak line ou une midline. Entre 10 jours et 4 semaines, on va rester sur midline ou peak line. Et si on est à plus de 4 semaines, les midlines, ça commence à être difficile et on va plutôt être sur une peak line ou sur une voie centrale, une chambre implantable ou les cathés veineux centraux tunnelisés, qui sont des trucs qu'on n'utilise pas très souvent, nous, au bloc opératoire. Donc après, vous pouvez voir que le pH de la solution rentre en ligne de compte. Donc si c'est un pH entre 5 et 9 et une osmolarité inférieure à 750, ça peut passer sur des voies périphériques. Donc on va pouvoir être sur une midline ou sur une voie périph'. Si on a un pH extrême, c'est-à-dire très acide ou très basique de la solution ou une osmolarité très concentrée, il va falloir être sur des dispositifs type voie centrale, donc une peak line, une chambre implantable, une voie centrale, un cathé de Broviac, mais il faut être sur des cathés qui peuvent durer.
Alors, vous voyez que pour la vancomycine, sur des durées inférieures à 6 jours, inférieures ou égales à 6 jours, chez nous, on peut mettre une midline. Je pense que chez beaucoup de gens, c'est pour éviter d'avoir recours à des PICC line ou des voies centrales de façon un peu abusive. Donc voilà. Donc en fonction des accès vasculaires, ben, s'il n'y a pas du tout de voie périph', bon, ben, on va passer sur une voie centrale, mais sinon dès qu'on a une veine périphérique ou une veine basilique qui est accessible, si on ne veut pas faire du remplissage vasculaire, les dispositifs type midline ou PICC line, ça va être très intéressant. Alors, en réanimation, en urgence, les midline et les PICC line, ça n'a pas trop sa place hein, parce qu'on ne peut pas faire de remplissage vasculaire. Alors, les midline et les PICC line multivoies, ça existe, hein, mais ça fait des calibres encore plus petits, ça a tendance à se boucher très facilement. Donc, du coup, ça veut dire que si on doit avoir de la noradrée, si on doit avoir des choses qu'on ne doit pas mélanger, ce n'est pas une bonne indication. Hein, donc, vraiment, pour la prise en charge en réanimation, à la phase aiguë surtout, midline, PICC line, on oublie. Là, je vous ai mis un petit truc que j'ai trouvé ce matin sur la SFAR qui récapitule un petit peu, qui a été fait par des infirmiers anesthésistes, je pense, qui récapitule un petit peu la voie veineuse périphérique courte, la midline, la voie veineuse centrale ou la PICC line. En gros, vous pouvez voir hein, les voies veineuses périphériques. Normalement, c'est recommandé de ne pas les garder plus de 3-4 jours. Hein. Donc, dès qu'on a un patient un peu difficile à piquer, s'il doit garder sa perfusion plus d'une semaine ou une semaine, eh bien, il y a une indication à lui mettre une midline parce que déjà, ça veut dire sinon, il faut changer la voie veineuse 2 fois. Quoi. Enfin, il faut la changer une fois, il faut mettre 2 voies veineuses. Alors, qu'est-ce qui est donc l'accès veineux, donc midline, PICC line, c'est non, pardon. Voie veineuse périphérique ou midline, c'est périphérique, sinon les autres, c'est central. Les antibiotiques, on peut les faire. Les injections de produits de contraste pour les voies veineuses périphériques, c'est OK. Pour les midline et les PICC line, il faut faire attention, c'est des dispositifs particuliers. C'est en fonction de ce qu'on met, ça supporte la pression de l'injection du produit de contraste. C'est la pression de l'injection, ce n'est pas le problème du produit de contraste en lui-même, c'est la pression d'injection nécessaire quand ils injectent à la radiologie. Et donc, en fonction des gens qui vendent le matériel, ça a des noms différents. Pour Bard, je crois, c'était Power Midline, Power PICC line avec des couleurs violettes. Bon, il faut vérifier ça, il faut faire attention, il ne faut pas injecter sous pression si ce n'est pas du matériel qui est adapté. Hein. Chimio, à part les chimios qui passent sur des voies périphériques, ben, sinon il faut mettre une voie veineuse centrale. Donc de type PICC line, de type PICC line ou chambre implantable ou voie veineuse centrale tunnélisée. La nutrition parentérale, à part ce qui passe sur les voies périphes, ben, il va falloir là aussi un accès veineux central. Les prélèvements sanguins. Les prélèvements sanguins, on peut les faire sur les midlines, sur les PICC line. On ne peut pas trop les faire sur les voies veineuses périphériques parce qu'on n'a pas de retour. La réflexion du pansement. La réflexion du pansement, c'est donc si vous mettez un pansement qui n'est pas transparent, c'est tous les 3 jours qu'il faut la refaire. Si on met un pansement transparent, on va refaire toutes les semaines. Moi, le premier pansement, souvent pour les midline et pour les PICC line, comme on a une petite fuite de sang, souvent, moi, ce qui est recommandé par la Société française d'hygiène, c'est de mettre un pansement non transparent, donc avec une compresse intégrée, pour une durée de 3 jours. Et à 3 jours, si ça ne saigne plus, on met un pansement transparent et comme ça, on peut refaire tous les 7 jours. Donc, la durée maximale du maintien, c'est 3 à 4 jours pour les voies veineuses périphériques
périphériques, 28 jours pour les midlines et moi, je dirais 3 mois pour les peaklines. Les lieux de pose, tout ce qui est midline, peakline, tout ce qui va rester longtemps, on va poser dans des lieux à empoussièrement maîtrisé, donc bloc opératoire, réa ou salle de réveil. Les midlines, ça peut s'enlever comme une voie périph. Les peakline et les voies centrales, il faut que ça se fasse à l'hôpital parce qu'il faut qu'il y ait un médecin qui soit présent sur site si nécessaire. Et donc, le retour à domicile, il est possible pour les midlines, pour les peaklines, même s'il n'y a pas d'HAD. Une voie centrale, ça ne passera jamais sans HAD. Avec un prestataire, une midline ou une peakline, ça passe. Je vous ai mis encore un organigramme qui répète un peu la même chose pour bien enfoncer le clou. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été proposé par Paul Zedlaoui au congrès du MAPAR 2018. Donc lui, il part de la solution à administrer. Si elle est pas hyperosmolaire et qu'elle a un pH normal, on peut utiliser une voie veineuse périphérique. Si le capital veineux est bon, hop là. Si le capital veineux est bon, on utilise une voie veineuse périphérique si la durée elle est de moins de 7 jours. Sinon, on utilise une midline si c'est plus de 7 jours ou si le capital veineux il est mauvais. Et donc, si c'est un produit qui est irritant, on met plutôt une peakline ou une voie veineuse centrale. Si, par exemple, on n'a pas accès au réseau veineux périphérique. La pose de la peakline. Vous avez des questions là sur les indications ou pas? Non, a priori, non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, la pose de peakline. La pose de peakline, ça se fait donc de façon éco-guidée, dans la veine basilique ou dans la veine brachiale. Idéalement, on va choisir à gauche, il y a moins de malposition. Il faudra vérifier l'extrémité distale du cathéter, son bon positionnement. L'idée, c'est que ça soit à la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite. Donc, pendant la pause, on pourra utiliser un contrôle scopique ou un guidage ECG, ça je vais vous montrer. Et en fin de pause, on fait toujours, quand on pose une peakline, une radio pulmonaire pour que ça reste dans le dossier du patient. Et on contrôle que l'extrémité distale, elle est bien au niveau du bord inférieur de la branche souche droite en radio. Donc, le choix du site de fonction. Pourquoi la veine basilique? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la veine brachiale, il y a la veine céphalique, il y a beaucoup de thrombose. En plus, souvent, il va y avoir des malpositions. On ne va pas pouvoir passer cette crosse ici. Donc, veine céphalique, pour les peaklines, on l'oublie. On utilise la veine basilique, qui est celle-là. Il y a il y a peu de thrombose comme dans la veine brachiale. Et puis, c'est un positionnement moins risqué puisque, comme vous pouvez voir ici, là, ça, c'est les veines brachiales. Ça, c'est l'artère axillaire ou l'artère brachiale. Là, il y a une autre veine brachiale. Et puis là, ici, je ne le vois pas là, moi, parce qu'il y a un truc qui s'affiche. Mais ici, on a la veine basilique qui est vraiment la veine privilégiée. Ça, je vous ai mis une étude qui date de 2011 où en chirurgie de la tête et du cou, ils avaient mis des peaklines sans guidage particulier et ils faisaient un contrôle radio en salle de réveil. Et le premier facteur de risque d'avoir une peakline qui était en mauvaise position, eh bien, c'était de la poser à droite. Donc, elle se positionne souvent beaucoup mieux quand on pose à gauche. Donc, il faut privilégier, c'est plus facile de poser les peaklines à gauche. Ça prend plus souvent la bonne route vers la veine cave supérieure.
Bon, donc ça, c'est dans notre service, effectivement, une des indications hyper fréquentes, c'est les lambeaux libres, parce que c'est des patients qui vont avoir des antibiothérapies prolongées, donc on va leur mettre facilement des midline ou des pickline. L'avantage de la pickline, c'est que, et aussi de la midline, hein, c'est que s'il y a des troubles par rapport à une voie centrale, s'il y a des troubles de l'hémostase, c'est une zone qu'on peut compresser facilement. S'il y a une insuffisance respiratoire, s'il y a un problème sur un poumon, on n'a pas de risque de pneumothorax. Si c'est des patients à risque infectieux très important, eh bien, c'est pas comme les chambres implantables et ça va s'enlever plus facilement. Donc, ça peut être intéressant aussi. C'est au niveau de la pose, je dirais que c'est quand même un petit peu plus confortable que la pose d'une voie centrale. Et puis, le retour à domicile est facile pour les pickline ou les midline. Les contre-indications, l'hémodialyse, ben oui, attention, c'est des patients chez qui il va falloir vraiment privilégier le capital veineux. Le risque des pickline, l'inconvénient, je dirais, des pickline, c'est quand même la thrombose de la veine. Donc, c'est vrai qu'on va éviter ça chez les patients qui ont un projet de dialyse. Les bactériémies, bon, ça, c'était, je ne l'ai pas retrouvé d'ailleurs là sur ce que j'ai mis, sur ce que j'ai regardé dans les recommandations. C'est pas, après, on en pose sur les infections, hein, donc c'est vraiment pas très bien. Je pense que ça, on pourrait le supprimer. Les lésions cutanées infectieuses ou sointantes, bon, ben oui, on ne va pas se mettre une pickline sur une zone qui est infectée ou qui sointe. Chez les brûlés, on ne met pas une pickline dans une zone qui a été brûlée, ni une midline. S'il y a eu un curage ganglionnaire, on ne met pas non plus. On ne pose pas dans une tumeur maligne. S'il y a une fissure artério-veineuse, bien sûr, c'est une contre-indication. On ne pose pas au-dessus du coude, juste là où il y a le pli. On évite de poser aussi au niveau s'il y a une prothèse ou si c'est sur un membre paralysé. Le choix du matériel, ce qu'il faut retenir, c'est que le choix du matériel, il faut vraiment avoir la pickline d'un calibre suffisant pour qu'elle ne se bouche pas, parce que les picklines, ça se bouche. Les picklines, les midlines, ça se bouche. Donc, il faut un calibre suffisant. Mais il ne faut pas un calibre trop gros, parce que sinon, ça va boucher la veine. Ça va faire une thrombose de la veine. Donc, ce qui est recommandé dans les recommandations là, de la SF2H, de la Société française d'hygiène hospitalière, c'est de privilégier les piglines monolumières 4 French. Et c'est vrai que les multilumières, sauf cas particulier, ça se bouche très facilement parce que la lumière du cathéter, elle va être trop petite. Donc, une pickline, ça ressemble à ça. Donc, il y a différents types de pickline. Là, vous avez une pickline qui est mandrinée. Vous voyez le mandrin, là, il sort ici. Parce que là, c'est une pickline que j'ai déjà recoupée. Et donc, j'ai fait ressortir le mandrin, parce qu'on ne coupe pas le mandrin, bien sûr. Et je l'ai fait dépasser de 1 mm à l'extrémité de la pickline. Donc, il faut savoir qu'il y a des picklines qui se posent, qui vont se monter sur guide. Donc, ça, c'est les picklines un peu des radiologues où ils vont avoir un guide très, très, très long. La pickline ne sera pas mandrinée et il n'y aura rien dans la pickline. On va couper la pickline à la bonne mesure et on va monter cette pickline sur un guide immense. Ça, c'est ce qu'on va privilégier quand on pose sous contrôle scopique. Ça, ce que je vous ai montré, c'est une pickline mandrinée. Donc, l'idée, c'est que l'extrémité de la pickline, elle soit comme sur la radio que vous avez sur la photo, au niveau de la jonction veine cave supérieure, oreillette droite. Donc, on va la découper parce que le plus souvent, celle qu'on a, c'est des picklines qui se découpent au niveau de l'extrémité distale. Et on va la couper à la bonne taille, le plus souvent en prenant sur des repères de surface. Donc, on va prendre notre point de ponction jusqu'au 3e espace intercostal droit et on va couper à la bonne taille. Une pickline, en gros, ça fait entre 42 et 46 cm.
hein, chez des patients d'une taille standard, si on pose à gauche. Donc, on peut poser sous scopie, mais encore faut-il avoir la scopie et il faut être dans un bloc opératoire, donc c'est limitant pour les anesthésistes. Le guidage échographique, l'arrivée de la PICC line dans l'oreillette, enfin à la jonction entre la veine cave et l'oreillette gauche, sous écho, on oublie. L'idée d'essayer de ne pas voir si elle passe dans la jugue, ça ne marche pas. Enfin, moi, je n'ai jamais trop réussi. Ce qui est intéressant, c'est le guidage ECG et ce qui est primordial, c'est à la fin de faire une radio pulmonaire en salle de réveil. Le guidage ECG, je vais vous montrer, c'est intéressant. Donc, il faudra vérifier la bonne position. Il faudra noter la longueur insérée, la longueur extériorisée. Il faut laisser 1 à 2 cm pour que les infirmières puissent soulever la PICC line, changer les dispositifs qui fixent la PICC line. Et donc, tout ça, il faudra le noter. Donc, on peut avoir en tête que quand on a le bras en abduction, après, quand le patient ramène son bras en adduction, l'extrémité de la PICC line est renfoncée de 2 cm. Alors, est-ce qu'il faut en tenir compte quand on coupe sa PICC line? Non, pas tellement, parce que comme on va laisser 1 à 2 cm à l'extérieur du bras pour que les infirmières puissent soulever la PICC line quand elles changent le dispositif qui fixe, bon, finalement, ça, on n'en tient pas tellement compte. Voilà, pour la pose des PICC line. Donc, les PICC line, c'est un bon dispositif. Il faut savoir que son problème, c'est que ça peut se boucher, une PICC line. Et ça peut boucher la veine, ça peut faire une thrombose de la veine, qui est variable, hein, 1 à 38% selon les études. Au niveau infectieux, le risque infectieux, il est équivalent, voire un peu inférieur aux voies veineuses centrales. Donc, le risque infectieux, ça, c'est OK. C'est vrai que le risque de thrombose, c'est à prendre en compte. Après, ce n'est pas les mêmes indications, en fait, tout à fait, que les voies veineuses centrales, hein. La rupture ou la fissure du dispositif, donc les dispositifs en polyuréthane, ils sont plus solides que les dispositifs en silicone. Donc attention, si on doit faire des injections sous pression, il faut bien choisir un dispositif qui va avec les injections sous pression. Les midlines, ça fait quelques années maintenant qu'on pose des midlines. Petit à petit, chez nous, ça remplace beaucoup les PICC line quand c'est la perfusion de produits qu'on peut mettre sur des voies veineuses périphériques. Ça peut se garder donc une midline jusqu'à 1 mois. Et son immense avantage, c'est qu'il n'y a pas de nécessité de vérifier le positionnement de l'extrémité distale du cathéter. L'idée, c'est que l'extrémité distale du cathéter, elle aille jusqu'en axillaire et qu'elle n'aille pas plus loin. Donc, en fonction du matériel qu'on utilise, les midlines, elles sont plus ou moins longues, elles sont à recouper ou pas en fonction du matériel et du patient. Mais c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas à faire tout ce toin de faire soit de la scopie, soit de l'ECG et pas de radio de contrôle, ça fait que la midline, quand on doit avoir au bloc opératoire un accès veineux prolongé chez un patient avec un capital veineux pas terrible, c'est vraiment le matériel de choix. L'entretien des PICC line ou des midlines, donc comme je vous disais, les recommandations de la SF2H, c'est plutôt le premier pansement, on met un pansement sec type Mépor avec une compresse intégrée à cause du saignement. On refait le pansement à J3, puis après on met des pansements transparents qui permettent de surveiller le point de ponction et on les change toutes les semaines. Il y a des valves sur la PICC line, on met une valve qui est une valve à pression neutre ou à pression positive. Et quand on débranche la PICC line ou la midline, vous savez que ce sont des dispositifs qui n'ont pas à être perfusés tout le temps. Il faut faire un rinçage pulsé comme sur les chambres implantables, donc 10 cc ou 20 cc de sérum Phi en fonction de si on a fait un prélèvement sanguin ou pas. Si on a fait un retour veineux, il faut faire 20 cc de sérum Phi en rinçage pulsé avec une seringue qu'on visse sur la valve à pression neutre et donc, ou à pression positive. On injecte en 3 fois et on déconnecte. Et donc, il y a un clan sur les PICC line ou sur les midline. Ce clan, il ne faut pas le fermer, il ne faut pas le clamper.
sauf si on change la valve ou s'il y a une déconnexion accidentelle. Je voulais dire un truc, je ne sais plus quoi. J'ai oublié de vous mettre, ça ne se suture plus, les pigline ou les midline. Ça augmente le risque infectieux de les suturer parce que ça fait des points de ponction, etc. Donc, la recommandation, c'est de les fixer avec des dispositifs dédiés de type Statlock, par exemple. Bon, de toute façon, c'est en général fourni avec la pickline ou la midline. Voilà, eh bien, j'ai fini mon topo, donc j'espère que vous en garderez quelque chose, que ça va changer peut-être que vous allez vous mettre à poser des midlines ou des picklines, que vous allez peut-être arrêter certaines choses ou en commencer d'autres après ce topo. Voilà, est-ce que vous avez des questions?